un manoir perdu dans les brumes, une montre fêlée, et des lettres qui murmurent encore des vérités oubliées. Ce soir, les secrets refont surface, et le passé frappe à la porte du présent. Il suffit d'un détail, un parfum, un silence, pour faire basculer les apparences. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prête? Entrons dans l'histoire. Je me souviens parfaitement du jour où la lettre nous parvint. Le papier, d'un ivoire épais, portait l'entête sobre mais élégant du manoir des Velaines. L'écriture, droite et maîtrisée, révélait une main encore assurée malgré l'âge avancé de son auteur. Auguste de Velaines, un nom que je n'avais pas entendu depuis plus de 15 ans, et que Poirot, en le lisant à voix haute, accompagna d'un de ces hochements de tête qui signifiaient chez lui à la fois prudence et curiosité. L'invitation était claire. Il célébrait son 75e anniversaire dans sa propriété normande, en présence de ses 3 enfants et d'un cercle restreint d'anciens amis. Et, ajoutait-il avec une touche d'humour glacé, quelques esprits affûtés ne seront pas de trop pour veiller à l'ordre des choses. C'est une tournure étrange, fis-je remarquer. Poirot leva un sourcil. Mon ami, les tournures étranges sont parfois les plus révélatrices. Nous irons. Il n'en fallut pas davantage pour que je prépare ma valise, intrigué et vaguement mal à l'aise. Car cette lettre, aussi polie fût-elle, sentait à plein nez le malaise familial. Et, je l'ignorais encore, le mensonge soigneusement enveloppé. Le manoir des Velaines apparaissait au détour d'un sentier bordé de tilleuls, comme surgissant d'un autre siècle. Ses piernes grises, recouvertes de mousse, semblaient porter les cicatrices d'hivers silencieux et de querelles étouffées. Dès notre arrivée, je sentis que quelque chose clochait. Un silence trop lourd, une immobilité peu naturelle. À peine avions-nous franchi le seuil que je fus saisi par un détail étrange. Les horloges, il y en avait partout. De toutes tailles, de toutes époques. Certaines trônaient fièrement sur des consoles sculptées. D'autres s'encastraient dans les murs comme des yeux de verre figés dans l'obscurité. Et toutes, sans exception, étaient arrêtées. « Tenez », murmurai-je à Poirot, en désignant une pendule Louis XV qui marquait obstinément 4h17. Celle-ci ne fonctionne plus. Non, Hastings, elle fonctionne parfaitement. Elle ne veut plus fonctionner. Il dit cela avec cette demi-voix théâtrale dont il avait le secret, avant de s'approcher d'un cartel empire, dont les aiguilles s'étaient arrêtées à 11h06. Chaque horloge semble avoir son heure, figée. Un domestique silencieux nous conduisit à nos chambres respectives sans prononcer un mot de trop. Dans le couloir, les murs paraissaient nous épier. Un tic-tac lointain, unique et persistant, semblait provenir du grenier. Et déjà, je savais que ces aiguilles arrêtées marquaient autre chose que le simple caprice du temps. Le déjeuner qui suivit notre installation fut un modèle de politesse contrainte. La salle à manger, richement décorée de toiles représentant des scènes de chasse, paraissait contenir autant de tension que de silence. Auguste de Velaines n'était pas encore descendu, et ses enfants tenaient en la table comme des silhouettes figées autour d'un centre vide. Louis, le fils aîné, avait la raideur d'un officier à la retraite, les traits tirés et le regard volontiers méprisant. Il coupa son pain avec une vigueur peu rassurante. Céleste, la cadette, parlait peu mais observait tout, avec cette acuité propre aux femmes qui savent se taire depuis trop longtemps. Quant à Émile, le Benjamin, il semblait tout droit sorti d'un cabinet de notaire, pince sans rire, obséquieux, et d'un conformisme presque caricatural. Les échanges étaient rares, les regards chargés. Une remarque anodine de Louis sur le jardin
fut immédiatement contredite par Émile. Céleste, quant à elle, évoqua brièvement une cousine éloignée qui ne viendrait pas, ce qui déclencha un silence glacial. Poirot, bien entendu, ne laissait rien paraître. Il mangeait peu, mais notait tout, les hésitations, les regards fuyants, les micro-réactions. Quant à moi, je n'osais briser cette atmosphère étrange, de peur d'en faire jaillir quelque chose de plus lourd encore. Il était manifeste que cette famille s'était habituée à vivre dans la dissimulation, chacun muré dans son propre silence. Ce fut à l'instant précis où le dessert fut servi qu'un bruit de pas, volontairement traînant, se fit entendre dans le couloir. Tous les visages se tournèrent, même le domestique suspendit son geste. Auguste de Velaine entra dans la pièce, droit, lent, comme s'il entrait sur scène. Il était grand, vêtu avec une élégance sévère, et tenait à la main une canne d'ébène cerclée d'argent. Mais c'est un autre objet qui attira l'attention. Suspendue à une chaîne, une vieille montre à gousset pendait à son gilet. Elle était fêlée, à peine visible sous le verre, comme si un choc ancien l'avait marquée à jamais. « Messieurs, dit-il en nous saluant, je suis honoré de votre présence. Le temps, voyez-vous, est un ami capricieux, mais fidèle. » Il effleura sa montre du bout des doigts, et Céleste détourna le regard. « J'espère, ajouta-t-il, que votre présence m'évitera quelques malentendus. Je songe à finaliser certaines affaires, un testament, entre autres. » Le mot jeta un froid immédiat. Louis se redressa. Émile tout sauta. Céleste, elle, cessa de manger. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se leva, s'inclina avec cette révérence presque affectée qu'il réservait aux hommes qu'il jugeait dangereux, et répondit simplement. Le passé et l'avenir sont parfois cousus du même fil. C'est la couture qui m'intéresse. Je ne compris pas tout. Mais je sentis que cette montre, aussi fêlée fût-elle, battait au rythme d'un secret bien vivant. Le soir tomba avec une lenteur pesante, comme si le manoir s'était ligué contre le passage du temps. Dans le salon aux murs tapissés de livres anciens, Poirot et moi étions seuls, plongés dans un silence interrompu seulement par le léger crépitement du feu. Je rompis le silence, le premier. Ces horloges, elles m'intriguent. Pourquoi sont-elles toutes arrêtées? Et à des heures différentes, qui plus est? Poirot ne répondit pas tout de suite. Il se leva, fit quelques pas, les mains jointes dans le dos. « Hastings, mon ami, quand quelqu'un refuse d'entendre la vérité, il commence par arrêter les horloges. » Je fronçai les sourcils. « Vous pensez que c'est volontaire? » « Absolument. Le manoir est figé dans un présent choisi, un présent qui refuse le changement. Chaque horloge est un refus d'évolution. Et lorsqu'on refuse le changement, on refuse aussi la vérité. » Il se tourna vers moi, grave. « Quelqu'un ici redoute profondément ce qui pourrait arriver si le temps recommençait à courir. Ce que nous voyons, ce n'est pas de la négligence, Hastings. C'est un choix, un manifeste du silence. Je n'eus pas le loisir de répondre. Une horloge lointaine se mit soudain à émettre un tic unique, isolé, presque douloureux, avant de se taire à nouveau. Ce fut peut-être mon imagination, mais je crus voir Poirot frissonner. Et moi, pour la première fois depuis notre arrivée, je me surpris à souhaiter que le temps ne reprenne jamais sa course. Je fus réveillé en sursaut par un cri si perçant qu'il sembla transpercer les murs épais du manoir. Ce n'était pas un cri de surprise, ni même de douleur, mais plutôt un hurlement long, déchirant, d'une intensité si primitive qu'il me glaça le sang. Dans la chambre voisine, j'entendis Poirot bouger, suivi d'un claquement discret de porte. Je me levai à la hâte, enfilai ma robe de chambre et sortis dans le couloir obscur. Une lumière vacillante provenait du rez-de-chaussée.
D'autres portes s'ouvraient lentement. Des visages pâles, hagards, émergeaient de l'ombre, sans un mot. La maison elle-même semblait suspendue dans l'effroi. En bas, la grande horloge de l'entrée demeurait silencieuse, comme si même le temps s'était figé pour ne pas troubler ce moment funeste. Poirot m'attendait au pied de l'escalier, parfaitement vêtu, les traits impassibles. « Venez, Hastings, » dit-il d'une voix basse. Il semble que notre hôte ait décidé de quitter la scène avant même la fin de son propre acte. Je ne compris pas sur l'instant ce qu'il voulait dire, mais en m'approchant, je vis ce que ses yeux fixaient avec tant de gravité, et mon cœur se serra. Auguste de Velaine gisait au bas des marches, le corps étendu d'une manière qui ne laissait que peu de doute sur sa mort. Sa tête reposait contre le rebord du dernier degré, un mince filet de sang coagulé marquant sa tempe droite. Sa canne d'ébène était encore dans sa main gauche, mais brisée en deux, comme un symbole inutile de son autorité déchue. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut l'objet posé près de sa poitrine, la montre à gousset fêlé, la même qu'il avait exhibée la veille, comme un talisman. Elle était immobile, ses aiguilles arrêtées sur 2h10 précises. Et étrangement, elle semblait avoir été déposée là, presque avec soin, comme pour guider l'interprétation. Céleste, blême, était agenouillée à quelques pas, le regard vide. Émile s'essuyait nerveusement les lunettes. Louis, droit comme un piquet, fixait la scène sans cligner des yeux. Le docteur Renaud, un homme à la mise négligée mais au regard acéré, arriva quelques instants plus tard, appelé par un domestique. Il s'agenouilla, prit le pouls inexistant, examina rapidement la tête. « Mort instantanée », déclara-t-il. Probablement une chute. Le choc contre la marche a été fatal. Poirot, silencieux, observait les pieds nus du défunt, la position des bras et surtout la montre. « Vous voyez quelque chose, Poirot ?» murmurai-je. Il ne répondit pas, mais ses yeux, eux, semblaient entendre un autre cri que le nôtre, celui du temps faussé. Le docteur Renaud, tout en replaçant le drap sur le visage d'Auguste, confirma à haute voix ce que la montre semblait annoncer. L'heure du décès peut raisonnablement être fixée à 2h10. Voyez, la montre s'est arrêtée, probablement en tombant avec lui. Je surpris un discret froncement de sourcils chez Poirot. « Mon cher docteur, dit-il d'un ton feutré, la montre ne ment jamais, sauf si on lui demande poliment. » Le médecin haussa les épaules, peu enclin aux subtilités. Chute dans l'escalier, décès immédiat, témoin réveillé par le cri. Tout cela me semble clair. Trop clair, répondit Poirot presque pour lui-même. Je me penchai vers lui. Vous doutez de l'heure ? Je doute de ce qui est trop bien cadré, Hastings. Une montre peut tomber, elle peut se casser, mais elle ne choisit pas une heure aussi commode. Ce n'est pas une vérité, c'est un décor. Je me tus, observant la famille rassemblée dans l'ombre, chacun réagissant à sa manière, mais tous semblant également perdus. Le silence revint, pesant, et la montre, immobile, paraissait déjà faire partie d'un théâtre dont nous n'avions vu que l'ouverture. Le lendemain matin, la maisonnée était en ébullition contenue. Les visages étaient graves, les gestes mécaniques. Le petit déjeuner se déroula sans un mot, à peine troublé par le tintement des tasses et les marmonnements du café versé. Poirot, après avoir pris 2 toasts et refusé les œufs brouillés, me lança un regard entendu. L'enquête, car il s'agissait bien d'une enquête désormais, allait commencer. Il procéda à des entretiens successifs dans la petite bibliothèque attenante. Chaque membre de la famille fut convoqué, un par un. Émile affirma s'être couché à 22h précises.
Il avait lu un traité juridique jusqu'à minuit, puis s'était endormi profondément. Aucun bruit ne l'avait réveillé jusqu'au cri. Céleste, plus vague, évoqua une migraine qui l'avait conduite à se coucher tôt. Elle avait pris un somnifère, disait-elle, et ne se souvenait de rien entre le coucher et le moment où la servante était venue la chercher. Louis, en revanche, présenta une version plus incertaine. Il avait entendu des pas dans le couloir aux alentours de 1h40. Des pas lourds, hésitants. Il avait pensé à son père, mais n'avait pas osé sortir. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit immédiatement ?» demanda Poirot. « Parce qu'on m'aurait soupçonné, » dit Louis sèchement, comme toujours. Poirot acquiesça doucement, comme on accepte un jeu connu. Mais je vis dans son regard qu'il avait noté chaque mot, et surtout, chaque silence. Dans l'après-midi, je retrouvais Poirot dans la serre, où il observait une plante grimpante, sans grande conviction. Je tentais d'entamer la conversation. « Louis a l'air coupable, non? Il est agressif, imprécis, nerveux. Il était même le seul à avoir entendu ces fameux pas. »« Justement, mon ami, » répondit Poirot. « Le coupable, le vrai, ne se place jamais au centre de la scène si tôt. C'est trop risqué. » Je m'assis à côté de lui. Il a pourtant un mobile évident. On dit qu'il a été récemment exclu du testament. Poirot hocha la tête. Et c'est précisément ce qui m'intrigue. Trop de motifs apparents tuent la crédibilité d'un mobile. Le crime parfait n'est pas celui dont on ne découvre rien, Hastings. C'est celui qui montre trop, trop vite. Je demeurais songeur, tandis qu'un léger vent agitait les feuilles. Et s'il disait la vérité, alors il vient peut-être de signer son innocence, sans le savoir. Il se leva, brossa légèrement ses manches et me regarda. Mais il reste une chose qui cloche, mon ami. Une chose minuscule, mais que les autres ont tous négligée. Je me penchai, curieux. Laquelle? Il se contenta de sourire. L'heure, Hastings. Elle est trop obéissante. Le soir venu, nous étions seuls dans notre petit salon, que Poirot avait fait préparer pour nous par un majordome discret. Le feu crépitait doucement, et un silence pensif régnait. Poirot contemplait une tasse de thé intacte depuis plusieurs minutes. « Hastings, dit-il soudain, dites-moi, que penseriez-vous d'un meurtre camouflé sous l'apparence parfaite d'un accident nocturne ? » « Je dirais que c'est classique et très efficace, répondis-je. Et si cet accident s'appuyait sur une montre arrêtée, mais volontairement ? Je le regardai, intrigué. Vous pensez que la montre ne s'est pas arrêtée en tombant ? Il tourna enfin les yeux vers moi. Je pense qu'elle n'est jamais tombée, Hastings. Je pense qu'elle a été posée, et que son heure a été choisie. Un frisson me parcourut. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette révélation, et pourtant, tout semblait soudain différent. Nent, vous croyez donc que quelqu'un a tué Auguste et a fabriqué un faux accident avec un faux horaire? Je ne crois rien, mon ami. Je constate. Il reposa sa tasse sans y avoir touché. Et ce que je constate, c'est que dans cette maison, même le temps a appris à mentir. Le lendemain matin, après un petit déjeuner servi dans une atmosphère feutrée, que même le deuil n'expliquait pas totalement, Poirot entreprit d'interroger une nouvelle fois chacun des membres de la famille. Ce fut un ballet discret, mené avec sa courtoisie habituelle, mais sous laquelle je sentais poindre une détermination toute belge. Céleste fut la première à se prêter à l'exercice. Sa voix restait posée, mais ses yeux, trop secs, me parurent étrangement absents. Elle affirma s'être endormie tôt, la migraine l'ayant épuisée. Aucun bruit, aucun pas, aucun cri, dit-elle, ne l'avait réveillée avant que la gouvernante ne frappe à sa porte, au petit matin. Émile, lui,
fut plus loquace, presque trop. Il avait lu, selon ses dires, un ouvrage de jurisprudence jusqu'à plus de minuit. Il se rappelait précisément que l'horloge de la bibliothèque marquait 12h04 lorsqu'il avait fermé son livre. Une précision qui aurait pu être rassurante, si elle n'avait pas semblé si parfaitement récitée. Louis, comme la veille, maintint qu'il avait entendu des pas vers 1h40. Il précisa même qu'il montait, et non descendait, ce qui, selon lui, prouvait qu'il n'était pas l'auteur du bruit. Je notai que tous parlèrent de l'heure, avec une assurance qui me parut presque suspecte, comme si chacun cherchait à convaincre, moins Poirot que lui-même, d'une vérité déjà fragile, et Poirot, lui, ne notait rien. Il écoutait, mais je savais qu'il enregistrait tout. Dans l'après-midi, Poirot me proposa une promenade à travers les pièces du manoir. Mais ce n'était pas une promenade de flânerie. Il s'arrêtait dans chaque salon, chaque bureau, chaque couloir, et son regard allait immédiatement aux horloges. Certaines affichaient des heures absurdes, 7h53, 3h11, 10h02. Aucune ne semblait fonctionner, et surtout, aucune ne s'accordait avec les autres. « Remarquez-vous, Hastings, dit-il en s'arrêtant devant une horloge de parquet, que toutes ces machines ont un point commun ? » « Elles sont arrêtées, répondis-je, un peu désarçonné. Mieux que cela, elles sont arrêtées, avec intention. Je le regardai. Vous pensez qu'on les a manipulées ? Naturellement. Certaines sont même bloquées mécaniquement. Cette pendule-ci, voyez-vous, a été arrêtée à la main. Les aiguilles sont fixées avec une fine épingle. Je m'approchai, stupéfait. Mais pourquoi ? Poirot s'inclina légèrement. Parce qu'en manipulant les horloges, on manipule la mémoire. On donne au manoir un rythme arbitraire, désynchronisé. On crée un brouillard temporel. Et dans le brouillard, mon ami, les coupables avancent masqués. Je n'ajoutais rien. Pour la première fois, je compris que ce que nous affrontions ici n'était pas un crime de passion, mais une mise en scène. Nous avions presque achevé notre inspection silencieuse lorsque Poirot me demanda de faire venir Agathe, une jeune domestique au regard fuyant, que j'avais croisée la veille près des cuisines. Elle entra dans la pièce les mains jointes, l'air humble mais nerveuse. « Mademoiselle Agathe, » dit Poirot avec douceur, « je vous demanderai seulement de me dire ce que vous avez vu ou entendu dans la nuit. » Elle hésita, puis baissa les yeux. Il était passé minuit. Je suis descendu discrètement. J'avais oublié un linge au lavoir. Je ne devais pas, je sais. « Vous avez vu quelque chose ?» insista Poirot. « Oui, monsieur, une lumière. Dans le bureau du maître, j'en suis sûr. » « À quelle heure exactement ?» Je n'avais pas de montre, mais la pendule du vestibule marquait minuit 45. Poirot ne montra aucune émotion. « Et vous avez vu quelqu'un ?» « Non. La porte était entr'ouverte, mais j'ai entendu un bruissement, comme du papier qu'on déchire. » Elle ajouta, après un silence. « Quand je suis revenu 5 minutes plus tard, la lumière était éteinte. » Poirot la remercia et la congédia poliment. Quand la porte se referma, il dit simplement « La vérité, Hastings n'est jamais loin de la lumière, même à minuit 45. » Nous étions de retour dans le jardin d'hiver, lorsque Poirot aperçut un vieil homme, en tablier de jardinier, assis près de la serre, occupé à ficeler des branches mortes. Il s'agissait de Jules, l'un des plus anciens employés du domaine, discret au point d'en devenir presque invisible. Mais Poirot, fidèle à son art, savait que ce sont les ombres, les plus anciennes, qui en savent le plus long. Après quelques phrases polies, Poirot glissa doucement. « Monsieur Jules, ce n'est pas la première fois qu'un corps chute dans cet escalier, n'est-ce pas ?» Le vieillard ne répondit pas immédiatement. Il regarda ses mains noueuses, puis leva enfin les yeux. « Madame Velaine,
La première épouse, c'était il y a longtemps. Que s'est-il passé? Elle est tombée. Un matin d'automne, toute seule dans la maison. On a dit que c'était un accident. Vous en doutiez? Jules haussa les épaules. J'ai trouvé sa broche en bas des marches, une rose en or, cassée nette, et un mouchoir avec des taches rouges, pas du sang. Tu teintes tes lèvres, il ajouta, plus bas. Mais la police n'a pas creusé. Monsieur Auguste a tout rangé, comme toujours. Poirot ferma les yeux quelques secondes. Et vous n'en avez jamais parlé à personne? On ne parle pas de ce qui s'est passé ici. On enterre monsieur, comme les horloges. Je compris alors qu'au manoir des Velaines, ce n'était pas la première fois qu'un mort tombait sans bruit. Plus tard, dans l'après-midi, alors que nous étions de retour dans notre chambre, je demandai à Poirot s'il croyait réellement à un lien entre les deux morts. Il acquiesça d'un air grave. Le passé ne dort jamais, Hastings. Il s'acharne. Et parfois, il réclame sa dette. Mais ce sont deux générations différentes, deux époques, deux apparences différentes, mais un même silence. Et ce silence, mon ami, est toujours un tissu cousu de souvenirs falsifiés. Je réfléchis quelques instants. Vous voulez dire que chacun reconstruit ce qu'il croit avoir vécu? Non, Hastings. Chacun reconstruit ce qu'il souhaite avoir vécu. C'est bien plus dangereux. Il se leva, marcha vers la fenêtre. Ce manoir est rempli de récits. Mais aucun ne correspond à l'autre. C'est un palimpseste d'alibis, de demi-vérités et de versions édulcorées. Je ne répondis pas. Pour la première fois, je ressentis une légère nausée, comme si la mémoire des lieux et celle de ses occupants était devenue un poison lent. Alors que la nuit tombait à nouveau sur le manoir, je pris la mesure de ce que nous affrontions. Ce n'était pas seulement une enquête sur un meurtre, c'était une bataille contre un récit imposé. Un faux roman familial où chaque personnage récitait son rôle en oubliant qu'il avait un jour été vrai. Je confiai ce sentiment à Poirot. Il hocha lentement la tête. Le vrai coupable, Hastings, est souvent celui qui comprend le premier que le temps peut mentir. Mentir, c'est un concept bien abstrait. Pas du tout. Il suffit de déplacer une montre, d'arrêter une horloge, de prétendre qu'un événement a eu lieu à 1h40, alors qu'il était 2h20. Et voilà, le mensonge devient vérité. Il se tourna vers moi, son regard brillant d'une intensité particulière. Le temps est un témoin qu'on peut manipuler, mais il a un défaut, Hastings. Lequel? Il laisse toujours une trace, et je sus alors que la suite ne se jouerait pas sur un crime, mais sur ce que chacun avait tenté d'oublier. Ce fut presque par désœuvrement que je me rendis, ce matin-là, dans le bureau d'Auguste de Velaines. La pièce n'avait pas encore été scellée, et le personnel semblait vouloir éviter cet espace comme on évite une chambre mortuaire. Le silence y était plus lourd qu'ailleurs. Je fouillai quelques dossiers posés sur un secrétaire ancien, sans but précis, lorsqu'un tiroir, dissimulé derrière une tablette coulissante, attira mon attention. Il fallut une clé, trouvée sous une pile de journaux, pour l'ouvrir. À l'intérieur, un enchevêtrement de lettres jaunies, nouées par un ruban fané. Ce fut celle du dessus qui me fit tressaillir. L'encre était pâlie, mais encore lisible. Aurore de Velaines. La date, 1908. L'adresse, jamais complétée. Et surtout qu'à Bettons, la lettre n'avait jamais été postée. Je m'assis et la lus en silence. C'était une lettre d'adieu, une supplique fiévreuse, confuse, adressée à une certaine Eugénie. Aurore y évoquait un climat d'oppression, des colères de son frère, un secret impossible à porter, et un départ imminent. Pas une fugue, mais une fuite, et une peur, sourde, répétée. Je refermai la lettre avec précaution et la remis exactement à sa place.
En descendant retrouver Poirot, mon esprit bouillonnait. « Mon ami, murmura-t-il en voyant mon visage, vous venez de faire ce que les horloges de ce manoir tentent désespérément d'empêcher. Vous avez libéré une heure enfouie. Je ne compris pas tout de suite, mais je compris que cette heure n'était pas encore terminée. » Poirot lut la lettre sans un mot. Je reconnus à la tension de sa mâchoire qu'il y voyait plus qu'un simple document ancien. Lorsqu'il releva les yeux, son regard s'était durci. Il avait donc une sœur, Aurore, née en 1890, disparue en 1908, officiellement partie rejoindre une cousine en Suisse, si l'on en croit les registres. Mais cette lettre contredit l'histoire. Et personne ne l'a jamais évoquée, fis-je remarquer. Ni Louis, ni Céleste, ni Émile. Poirot se leva et fit les 100 pas. Il y a dans les familles françaises, d'anciennes souches, un art consommé du silence. On efface ce qui gêne, on relègue ce qui trouble, et parfois on enterre ce qui dérange. Il se tourna vers moi. « Vous vous souvenez du jardinier, Jules ? Il parlait de l'épouse d'Auguste, morte dans l'escalier. Et si Aurore aussi était tombée, ou tombée dans l'oubli? C'est à peine croyable, effacer une sœur entière. Et pourtant, dans ce manoir, tout ce qui dérange est soigneusement arrêté, figé, comme les horloges. Je sentais en lui une intensité rare. Cette affaire prenait un tour qui le touchait plus qu'il ne le disait. Nous devons savoir pourquoi Aurore voulait fuir Hastings, et surtout, ce qu'elle emportait avec elle. Nous retournâmes dans la bibliothèque, où Poirot s'assit devant la grande table, la lettre d'Aurore posée devant lui. Il en relisait certains passages à voix basse, comme s'il cherchait à faire parler les mots eux-mêmes. Elle écrit « Je ne peux plus porter ce poids seul. S'il découvre, ce sera ma ruine, ou pire. » Il se tourna vers moi. Quelle jeune fille, de 18 ans, écrit cela sans raison? Vous croyez qu'elle était enceinte? C'est une hypothèse, mais ce qui m'étonne davantage, c'est qu'elle ne dit jamais exactement ce qu'elle fuit, seulement que le manoir est devenu un piège. Je me penchai à mon tour sur l'écriture fine, inclinée, et remarquai un passage raturé. Ici, elle commence à écrire. Il m'a dit que si je... Puis elle efface. Ce « il », ce pourrait être Auguste. Ou un autre homme de la maison, murmura Poirot. Il tapota la table du bout des doigts, pensif. Ce n'est pas une lettre de fuite, Hastings, c'est une lettre de détresse, et elle n'est jamais partie. Je compris alors ce qu'il insinuait. Vous croyez qu'elle a été empêchée de fuir, ou qu'elle a fui pour ne jamais revenir, ce qui revient au même, non? Sur l'ordre discret de Poirot, le majordome fit venir 2 domestiques âgés, encore présents dans le personnel. Madame Bonin, ancienne cuisinière en semi-retraite, et Jérôme, un valet devenu homme à tout faire. Ils s'assirent côte à côte, raides, comme des statues de cire polie. « Aurore de Velaine » murmura Poirot. « Vous souvenez-vous d'elle ?» Un silence long suivit. Puis, Madame Bonin parla. Une enfant douce, mais très effacée. On la voyait peu, elle lisait beaucoup, et elle pleurait, souvent. « Elle est partie un matin, » dit Jérôme, sans dire au revoir. « C'est Monsieur Auguste qui a dit que c'était pour son bien. » Poirot fronça les sourcils. Il n'y a pas eu de rumeur, de conflit, d'incident. Un autre silence. Puis la cuisinière lâcha, presque en murmurant. On disait qu'elle avait un amoureux, un domestique. Il a disparu 2 semaines avant elle. Et aussi, ajouta Jérôme d'une voix rauque, qu'elle portait un enfant. Mais ça, personne n'a jamais osé le dire à voix haute. Poirot les remercia, sans les presser davantage. Lorsqu'ils quittèrent la pièce, il me dit simplement
On a su, on a choisi de ne pas voir, et peut-être de faire disparaître. Nous sortîmes prendre l'air dans le petit verger à l'arrière du manoir, mais le silence paisible des arbres fruitiers ne suffisait plus à apaiser les pensées de Poirot. Il avait cette démarche particulière, presque ralentie, qui chez lui trahissait une intense concentration. Hastings, et si le meurtre d'Auguste n'était pas une question d'argent? Je m'arrêtais, surpris. Comment cela? Et s'il s'agissait d'un acte de justice, de réparation, quelqu'un qui, après toutes ces années, aurait décidé de briser le cercle du silence? Je frissonnais légèrement. Vous pensez que le meurtrier savait pour Aurore? Je le pense, oui, et je crois même qu'il a voulu forcer les autres à s'en souvenir. Il s'arrêta devant un arbre dont l'écorce portait une ancienne entaille. Peut-être que le cri que nous avons entendu n'était pas celui d'un meurtre, mais celui du passé, revenu demander des comptes. Je restai sans voix, car pour la première fois, je sentis que cette affaire dépassait une simple jalousie d'héritage. Quelqu'un, quelque part, voulait remettre le temps en marche. Le soir, nous nous retrouvâmes dans notre chambre, et je ne pus m'empêcher de poser la question qui me brûlait les lèvres. Poirot, vous ne parlez plus du testament, ni de la fortune. Tout cela n'aurait-il plus d'importance? Il me regarda longuement, puis s'assit près de la fenêtre entr'ouverte. Le testament n'est qu'une pièce du puzzle, Hastings, une distraction, comme les horloges, le véritable mobile est ailleurs. Où donc? Dans la mémoire, celle qu'on veut étouffer, celle qu'on veut laver. Vous avez vu comme Céleste évite le regard des autres? Comme Sylvie se tait avec un zèle presque maladif? Et Louis, qui veut toujours être accusé, comme s'il cherchait à porter quelque chose qu'il n'a pas commis? Je hochai lentement la tête. Vous croyez que le meurtrier n'a pas voulu tuer, mais dévoiler? Exactement. Et pour cela, il lui fallait un cadavre, le bon. Il se leva et ferma les volets avec lenteur. Ce n'est pas un crime de cupidité, mon ami. C'est un crime de mémoire. Et dans cette phrase, je crus entendre une vérité plus glaçante que toutes les autres. Ce matin-là, Poirot me demanda de lui apporter la montre à gousset d'Auguste, soigneusement conservée sous scellé par le docteur Renaud. L'objet me parut plus sinistre que jamais, non à cause de sa fêlure visible, mais parce qu'il semblait désormais chargé d'un mensonge soigneusement inscrit à la minute près. Poirot s'en saisit délicatement, la fit rouler entre ses doigts, observa la fente du verre, la position des aiguilles arrêtées sur 2h10, et enfin, le mécanisme intérieur. « Regardez ici, Hastings, dit-il. Cette fissure est nette, trop nette. Le verre n'est pas simplement tombé. Il a été percuté. Je ne voyais pas où il voulait en venir. Et cela ne peut pas être dû à la chute? Non, mon ami. Le verre a été brisé par une pression directe. Mais plus intéressant encore, la spirale du mouvement est intacte. Cela signifie que le ressort a été arrêté, volontairement. Je restais silencieux. Quelqu'un, Hastings, a arrêté cette montre après la mort d'Auguste. Il l'a posée à côté du corps. Il a réglé l'heure pour qu'elle s'accorde au scénario qu'il voulait raconter. Je sentis une étrange sensation dans la poitrine, comme si le temps lui-même m'avait dupé. « La montre ne dit pas l'heure du crime », ajouta Poirot. « Elle dit l'heure que le meurtrier veut que nous croyions. » Et cette seule phrase suffisait à faire chanceler tous les témoignages entendus jusque-là. Nous retournâmes dans le grand escalier, là où le corps d'Auguste avait été découvert. La scène n'avait guère changé, si ce n'est que l'absence du cadavre la rendait plus abstraite, presque théâtrale. Poirot inspecta les marches, s'attarda sur le rebord où la tête avait heurté, examina la distance entre les derniers degrés et la rampe.
Puis, il s'agenouilla à l'endroit même où la montre avait été retrouvée. « Trop propre, dit-il. »« Pardon ?» ?»« La montre, posée ici, parfaitement visible, sans aucune trace de choc. Aucune égratignure sur le métal, seulement sur le verre. Et voyez la distance entre cette marche et celle du dessus. Si la montre était tombée, elle aurait roulé ou rebondi. » Je suivis son raisonnement avec lenteur. « Vous voulez dire qu'on l'a déposée ici, délibérément ?»« Exactement. Une chute est désordonnée. Ceci, Hastings, est une chorégraphie. » Il se releva lentement. « Il y a quelque chose de trop soigné dans cette scène. Comme si le meurtrier s'était pris pour un metteur en scène. Mais il a oublié une chose. La vérité ne supporte pas les répétitions. Je ne pus que le suivre, avec la désagréable impression que ce crime avait été pensé comme un spectacle. Ce fut durant le dîner que Poirot décida de lancer ce qu'il appelait une sonde psychologique. Il attendit le moment précis où le silence s'était bien installé, puis déposa tranquillement sa serviette et dit « J'ai une hypothèse, mes amis. Il est possible que la montre d'Auguste ait été placée à ses côtés pour fausser l'heure du décès, et le seul à avoir intérêt à cela serait Louis. » Un frémissement parcourut la table. Céleste pâlit. Émile reposa sa fourchette. Seul Louis resta de marbre. « Vous m'accusez » demanda-t-il d'un ton calme, presque trop calme. « Je n'accuse personne, monsieur, » répondit Poirot. « J'observe. Vous étiez déshérité. Vous avez entendu des pas dans la nuit. Vous étiez le plus proche, physiquement, du lieu du drame. » Louis sourit, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Vous cherchez un coupable commode, monsieur Poirot. Je vous pensais plus fin. »« Justement, » répliqua Poirot, « je ne cherche pas la commodité, mais la vérité. » Louis se leva, salua sèchement et quitta la pièce. Je me penchai vers Poirot, un peu inquiet. « Vous croyez qu'il est coupable ?»« Non, Hastings, je crois qu'il devait être coupable. C'est une nuance essentielle. » Tandis que les conversations reprenaient à voix basse, je remarquai un détail troublant. Sylvie, la belle-fille silencieuse d'Auguste, semblait en proie à une agitation qu'elle s'efforçait de dissimuler. Ses mains, posées sur sa serviette, tremblaient imperceptiblement, et ses yeux fuyaient tout regard. Poirot, bien sûr, ne manqua rien. Il continua de manger quelques bouchées, mais son attention était désormais tout entière portée sur elle. « Madame Sylvie, » dit-il doucement, « vous semblez émue. L'accusation portée contre votre beau-frère vous affecte-t-elle ?» Elle releva la tête avec un léger sursaut, tenta un sourire, mais sa voix trembla. « Je n'aime pas les conflits. » Poirot l'observa longuement. « Ou peut-être craignez-vous qu'il fasse remonter certaines vérités ?» Elle rougit, puis détourna le regard. « Excusez-moi, je ne me sens pas bien, » dit-elle enfin, avant de quitter précipitamment la pièce. Je me tournai vers Poirot. « Elle cache quelque chose. Elle cache beaucoup de choses, Hastings, et peut-être que l'un de ses secrets a plus de 20 ans. Vous pensez qu'elle est liée à Aurore ?» Il ne répondit pas. Mais je vis dans ses yeux qu'une certitude prenait racine. Quelque chose en elle venait de se fissurer. Le lendemain matin, profitant d'un moment où le reste de la famille s'était dispersé, Poirot me fit signe de le suivre discrètement dans l'aile est du manoir. Il avait vu Sylvie s'y diriger seule, visiblement anxieuse, en tenant dans sa main une petite clé. Nous la suivîmes à distance, sans un bruit. Elle entra dans une pièce que je reconnus comme un ancien boudoir, rarement utilisé depuis notre arrivée. La porte, heureusement, était restée entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, nous l'observâmes se pencher sur un meuble ancien, un secrétaire en noyer. Elle inséra la clé dans une serrure dissimulée, ouvrit un compartiment intérieur
et en sortit un petit paquet de lettres qu'elle défit rapidement, les feuilletant avec nervosité. Poirot me fit signe de reculer, puis attendit quelques instants avant de frapper à la porte. « Entrez », dit Sylvie d'une voix blanche. Elle ne tenta pas de cacher les lettres, mais son regard était celui d'un animal, acculé. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda Poirot avec douceur. Elle hésita, puis répondit « Je cherchais des souvenirs, rien d'important. Les souvenirs ne sont jamais anodins, madame. Ils s'approchent lentement. Ces lettres, sont-elles de votre mère ?» Un silence glacial s'installa. Puis elle murmura, presque inaudiblement. « Ce ne sont pas les miennes, ce sont celles d'Aurore. » Je sentis un vertige me prendre. Sylvie, la discrète Sylvie, connaissait Aurore, et peut-être bien plus que cela. Nous retournâmes dans le petit salon privé, où Poirot demanda à Sylvie de s'asseoir. Elle obéit sans protester. Son masque s'était fissuré. Il ne restait que cette pâleur, cette tension douloureuse dans ses traits. « Sylvie, » dit Poirot avec une douceur grave, « vous n'êtes pas ici par hasard, n'est-ce pas ?» Elle hésita, puis répondit. « Je suis venue parce que j'ai épousé Émile, c'est tout. » « Non, vous êtes même venue parce que vous avez grandi dans l'ombre d'un nom que vous n'aviez pas le droit de porter, et parce qu'un jour, vous avez compris que la vérité ne serait jamais dite, sauf si vous la forciez. » Elle baissa les yeux. Les larmes montaient, mais elle les retint. « Aurore était ma mère, » murmura-t-elle, « et je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Mon père m'a élevée seule. Il est mort quand j'étais encore jeune. Un jour, j'ai trouvé une lettre, et j'ai compris que tout venait d'ici. » Poirot ne dit rien. Il se leva simplement. « Ce n'est pas vous qui avez tué Auguste, mais vous avez entrouvert une porte. Maintenant, il va falloir l'ouvrir complètement. » Et je sus, en regardant Sylvie, que nous n'étions plus dans une enquête ordinaire. Nous étions en train de déterrer une mémoire, vivante. Les lettres qu'avait dissimulées Sylvie, qu'elle tenait encore comme des reliques fragiles, furent déposées sur la table basse du salon, dans un silence que ni Poirot ni moi n'osions troubler. Nous les parcourûmes ensemble, avec une lenteur presque cérémonielle. Certaines étaient signées d'une main fine, presque juvénile, simplement à point. D'autres, plus anciennes, portèrent le nom complet d'Aurore de Velaine. Un portrait glissé entre deux feuillets attira notre attention. Il était en noir et blanc, jauni par le temps, mais les traits demeuraient nets. Une jeune femme au regard franc, au visage délicat, légèrement penché, y posait avec un sérieux poignant. Poirot prit la photographie, la tint devant Sylvie et la contempla longuement. Puis il la tourna vers moi. « Regardez bien, Hastings, n'y voyez-vous pas une ressemblance troublante ?» Je pris le portrait et n'eus aucun doute. Il y avait là, dans la courbe du menton, dans la forme des yeux, une similitude frappante. Ce n'était pas une ressemblance passagère. C'était une trace génétique, un miroir. « C'est elle ?» dit simplement Poirot. « Ou plutôt, c'est la mère. » Sylvie ne protesta pas. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Et j'eus alors la sensation étrange d'être en présence d'un double vivant d'un fantôme disparu. Un fantôme revenu non pour hanter, mais pour comprendre. Poirot resta silencieux quelques instants. Puis, d'une voix mesurée mais ferme, il posa la question qui s'imposait. « Madame Sylvie, ou devrais-je dire, Mademoiselle Sylvie Morel ?» Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait ni surprise, ni indignation. Seulement une lassitude muette, une capitulation discrète. « Je ne m'appelle pas Morel, » répondit-elle doucement. « Mon nom de naissance est Sylvie Aurore Velaine, mais je n'ai jamais eu le droit de le porter. » Poirot hocha lentement la tête. « Vous êtes donc la fille d'Aurore.
Elle acquiesça, les larmes aux yeux. J'ai appris la vérité bien après la mort de mon père. Il ne m'avait jamais parlé de ma mère. Je pensais qu'elle était morte à ma naissance. Puis j'ai trouvé une boîte dans le grenier de notre maison, avec cette photo et des lettres. Il parlait d'un départ précipité, d'un chantage, d'un silence imposé par la famille. Et vous avez décidé de revenir ici. Pas tout de suite, il m'a fallu des années pour comprendre, pour remonter la piste. Quand j'ai rencontré Émile, j'ai vu une chance, une manière de revenir dans ce lieu où tout avait commencé. Poirot s'inclina légèrement. Sous une autre identité. C'était le seul moyen. Et moi, face à cette femme, qui n'avait cessé de chercher l'ombre d'une mère disparue, je sentis, sans savoir pourquoi, que le meurtre d'Auguste était peut-être la dernière page d'une histoire commencée bien avant notre arrivée. Assis dans le petit salon, tandis que le soir tombait lentement derrière les vitres, Sylvie poursuivit son récit. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait soulevé d'un poids ancien. Après la mort de mon père, j'ai vécu quelque temps dans un pensionnat tenu par des religieuses. C'est là, entre les silences et les demi-vérités, que j'ai commencé à comprendre que je ne venais pas du néant. Elle serra les bras contre elle, comme pour se protéger d'un froid intérieur. Plus tard, dans une bibliothèque de province, je suis tombé sur un registre. Le nom d'Aurore y figurait, avec une note en marge, disparu, non retrouvé. Ce mot, disparu, il m'a poursuivi pendant des années. J'ai voulu savoir, comprendre, pas pour juger, pour respirer. Poirot ne l'interrompit pas. Il se contentait d'écouter, les mains croisées, les yeux fixés sur elle, comme s'il reconstruisait chaque fragment de cette vie volée. Quand j'ai épousé Émile, je pensais que j'aurais enfin accès à des réponses. Mais ici, personne ne parle. Le silence est une seconde peau. Elle se tourna vers moi. Vous savez ce que c'est, Hastings, de ne pas connaître le visage de sa mère? De devoir le deviner dans les reflets? Je ne répondis pas, car en cet instant, même le silence avait le goût du deuil. Et vous avez cru qu'Auguste était responsable de la disparition d'Aurore? Demanda Poirot avec une douceur maîtrisée. Sylvie baissa la tête. J'en étais convaincu. Qui d'autre? Il était autoritaire, silencieux, implacable. Un homme pour qui l'honneur valait plus que le lien du sang. Et vous cherchiez des preuves? Oui, je n'avais rien, seulement des intuitions, des regards évités, des dates effacées, des lettres lacunaires. Alors j'ai commencé à fouiller, à lire les anciens registres du domaine, à interroger les domestiques avec précaution. Elle hésita. Je ne savais pas ce que je trouverais, mais je m'étais promis que si j'apprenais la vérité, je la ferais éclater d'une manière ou d'une autre. Même par la violence? Je n'avais pas de plan, mais j'étais prête à tout. Il y eut un silence. Poirot croisa les mains. Et pourtant vous ne l'avez pas tué. Non, j'ai pensé le faire, mais je n'ai pas pu, parce que malgré tout, c'était le frère de ma mère. Elle ferma les yeux. Et je voulais une justice, pas une vengeance. Je réalisais alors que parfois, le soupçon est un poison plus durable que la haine, et que Sylvie, dans son combat solitaire, portait un fardeau hérité, plus lourd que la vérité elle-même. Poirot resta longuement silencieux, les doigts joints sous son menton. Puis il parla d'une voix calme, presque détachée. « Pourtant, vous avez tout de même agi. » Elle ne nia pas. « J'ai vu la montre brisée. J'ai su qu'elle était fausse, et je n'ai rien dit. J'ai même orienté Céleste vers la bibliothèque ce soir-là, pour qu'elle voie Émile sortir. Je voulais que les soupçons s'égarent. Vous avez influencé l'enquête, pas pour accuser quelqu'un, mais pour empêcher qu'on referme tout trop vite, pour que les choses bougent. » Poirot acquiesça. «
Vous avez semé des doutes, comme on jette des cailloux dans une mare pour troubler les reflets. » Elle sourit faiblement. « Je n'avais que cela, le mensonge, et je l'ai utilisé à défaut de vérité. Je pris alors conscience de ce que cela représentait. Un crime d'intention, sans meurtre. Une manipulation, oui, mais dictée par le silence des autres. » Poirot se leva. « Ce n'est pas vous qui avez provoqué la chute d'Auguste, mais vous avez contribué à faire tomber sa façade. » Sylvie hocha la tête. « Il fallait que quelqu'un le fasse, même si ce n'était pas moi. Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'eus l'impression que le véritable moteur de cette histoire n'était ni l'argent ni la haine, mais la nécessité d'un souffle de lumière. » Le lendemain matin, Poirot et moi marchions dans le jardin encore humide de rosée. Il gardait le silence, les mains dans le dos, le regard lointain. Enfin, il s'arrêta devant une vieille statue fendue, représentant Cronos, sablier en main. « Vous savez, Hastings, dit-il, ce qui me fascine le plus dans cette histoire, ce n'est pas le crime, c'est ce que l'on voulait qu'il devienne. » Je le regardais sans comprendre. Auguste n'était pas seulement un homme de pouvoir, c'était un architecte de mémoire. Il voulait que son histoire soit transmise comme il l'avait construite, pure, nette, sans tache, même au prix d'un oubli volontaire. Il posa une main sur la pierre froide de la statue. Il avait effacé Aurore, il avait nié sa fille, et il était prêt à laisser à ses héritiers un récit sans faille, comme ces horloges qu'il avait figées à sa mesure. Je sentis en moi un malaise profond. Alors sa mort, dis-je, a mis fin à ce récit. « Non, » répondit Poirot, « sa mort l'a corrigé. » Il se tourna vers moi. « Et parfois, Hastings, ce n'est pas la vérité qu'on cherche, mais la permission d'exister. » Et je sus alors que la suite ne dépendrait plus de la justice, mais de ce qu'on ferait, enfin, du passé. Ce fut dans l'éclat blafard du matin suivant que Poirot me demanda de prévenir chacun des membres de la maisonnée. Tous devaient se rendre dans le grand salon à 11 heures précises. Aucune excuse ne serait acceptée. La convocation fut transmise sans mots superflus, mais son effet se fit sentir dès que les couloirs furent parcourus par les pas précipités des domestiques. À l'heure dite, la pièce était pleine. Les enfants d'Auguste, droits dans leurs fauteuils respectifs, le regard grave. Sylvie, pâle mais présente. Les domestiques, en retrait. Le docteur Renaud, visiblement mal à l'aise, restait debout près de la cheminée. Et moi, installé à la droite de Poirot, j'observais ce tableau solennel, presque sacré dans sa tension muette. Poirot, lui, se leva lentement, les mains croisées sur son veston. Il attendit que le silence fût absolu, puis prononça d'une voix ferme et claire « Mes amis, le temps a menti, et il est temps que la vérité se remette à l'heure. » Je compris à ce moment précis que l'enquête touchait à sa fin, et qu'aucun des visages présents ne quitterait cette pièce sans avoir entendu quelque chose qui, pour le meilleur ou pour le pire, changerait à jamais l'histoire d'Evelyne. Poirot ne regardait personne en particulier. Il parlait comme un horloger qui démonte un mécanisme, pièce après pièce, pour en exposer la logique cachée. « La nuit du drame, » commença-t-il. « Chacun de vous a prétendu avoir agi selon une chronologie précise, des heures, des pas, des lumières aperçues. Tout cela semblait plausible, mais cette nuit, mes amis, a été tissée avec un fil truqué. » Il se tourna vers Émile. « Vous avez dit avoir lu jusqu'à minuit, puis vous être couché. Mais l'horloge de la bibliothèque, celle que vous citez comme référence, était arrêtée à 12h04, depuis des jours. Il suffisait de la regarder pour le savoir. Puis, vers Louis. Vous avez prétendu avoir entendu des pas à 1h40. Mais l'horloge du couloir affichait cette heure-là depuis la veille.
bloqué à cause d'un ressort tordu. Comment pouviez-vous l'ignorer? Et enfin, vers Céleste. Vous, madame, vous avez parlé d'une migraine et d'un sommeil profond. Pourtant, l'un des domestiques vous a vu traverser le vestibule aux environs de 2 heures. Et vous teniez un objet métallique, une clé. Un murmure parcourut la salle. Poirot se pencha légèrement. Le crime n'a pas été commis dans la précipitation. Il a été chorégraphié, tel un bal silencieux, où chaque heure, chaque tic-tac était dicté par une volonté. Et moi, observant les visages, je sus que cette volonté portait un nom que chacun redoutait d'entendre. Poirot se dirigea lentement vers la grande horloge du salon, celle-là même qui dominait l'entrée de la pièce. Cette horloge, expliqua-t-il, est l'une des rares à fonctionner encore. Elle n'a pas été touchée, mais toutes les autres ont été manipulées. Il se retourna vers nous, ses yeux brillants d'une intensité glaciale. Dans chaque pièce, j'ai constaté des arrêts volontaires, des aiguilles bloquées avec une précision presque maniaque. Certaines horloges ont été arrêtées mécaniquement, d'autres subtilement désynchronisées. Il désigna les membres de la famille. En créant un écart entre les témoignages et la réalité temporelle, le meurtrier a généré une confusion parfaite. Chacun a cru ce qu'il voyait, sans jamais remettre en question l'instrument qu'il consultait. Je me souviens savoir regardé alors autour de moi, et il me sembla que les horloges, figées sur leur temps mort, devenaient des témoins coupables, presque moqueurs. « Un crime, dit Poirot, peut être commis avec une arme, un poison, ou une minute bien placée. » Et dans cette phrase, je sentis toute l'intelligence glaciale du plan. Le temps avait été utilisé comme une brume, et nous, simples spectateurs, avions marché en aveugle dans un théâtre d'illusions savamment orchestré. Il marqua une pause, puis reprit avec une douceur presque affectueuse. Reste la question essentielle. Qui avait accès à toutes ces horloges? Car pour manipuler une trentaine de mécanismes disséminés dans toute la maison, il fallait du temps, de la liberté et une parfaite connaissance des lieux. Il se tourna vers Céleste. « Vous, madame, êtes la seule à répondre à ces 3 critères. » Elle ne broncha pas, mais je vis son dos se raidir. « Depuis des années, vous êtes l'âme de cette maison. Vous connaissez chaque serrure, chaque engrenage. Vous êtes la seule à posséder les doubles des clés anciennes, conservées dans le bureau de votre père. » Poirot s'approcha d'elle d'un pas mesuré. « Vous étiez aussi la seule à savoir que, ce soir-là, votre père s'apprêtait à signer un nouveau testament, qui allait tout léguer à une œuvre caritative. » Un murmure parcourut la pièce. Céleste resta figée. « Vous n'avez pas agi par haine, madame. Vous avez agi par certitude, une certitude que l'héritage familial devait rester dans la famille. » Je sentis en moi un frisson, non pas d'effroi, mais de stupeur face à la froideur implacable de cette stratégie invisible. Le meurtre avait été commis par connaissance. Poirot poursuivit, la voix ferme, mais sans cruauté. Le mobile, mes amis, est ancien comme le monde. Ce n'est ni la passion, ni la vengeance, ni la peur. C'est la transmission, le sentiment que ce qui nous revient par droit naturel ne saurait être offert à des mains étrangères. Il se tourna à nouveau vers Céleste, dont les traits, désormais, paraissaient taillés dans la pierre. « Vous avez découvert le contenu du testament dans le bureau de votre père. Vous avez compris qu'il comptait signer le lendemain, et vous avez décidé d'agir avant qu'il ne soit trop tard. » Elle gardait le silence, mais son regard n'était plus fuyant. Il était clair, affirmé. Vous avez attendu la nuit. Vous avez vérifié que chacun était dans sa chambre. Vous avez stoppé les horloges, une à une, selon un plan que vous aviez sans doute imaginé depuis longtemps. Vous avez attiré votre père
hors de sa chambre, peut-être sous un prétexte affectif, et vous l'avez poussé dans l'escalier. Il s'arrêta. Ce ne fut pas un accès de colère, ce fut une décision. Et puis, très doucement, « Vous n'avez pas tué un homme, Céleste, vous avez tué un acte notarié. » Il y eut un silence de pierre. Puis, lentement, elle ferma les yeux, non par faiblesse, mais comme quelqu'un qui accepte enfin d'ôter son masque. Lorsque Céleste rouvrit les yeux, elle n'esquissa pas le moindre geste. Elle se leva, droite, les mains jointes devant elle, et regarda Poirot comme on regarde un prêtre à la fin d'une confession. « Je n'ai pas cherché à fuir, dit-elle calmement. Je savais que cela finirait ainsi. » Sa voix n'avait rien de vaincu. Elle parlait avec cette fermeté triste que donne la conviction d'avoir agi selon une logique que le monde réprouve, mais que le cœur approuve. Il allait tout donner à des inconnus, des œuvres qu'il ne soutenait que pour l'image. Nous, ses enfants, n'avions droit qu'à la gratitude muette. Il n'avait jamais pardonné nos choix. Il ne voulait rien laisser de nous derrière lui. Elle se tourna vers ses frères, puis vers Sylvie. Il avait effacé notre histoire, celle d'Aurore, celle de maman. Il voulait imposer sa version. J'ai seulement refusé qu'elle devienne la seule. Poirot ne répondit rien. Il l'observait, avec une forme de compassion désarmée. Et moi, assis là, je sus que nous venions d'assister à l'aveu le plus froid, et peut-être le plus humain, qu'il m'ait été donné d'entendre. Le silence qui suivit cet aveu fut long, presque sacré. Personne ne parla. Louis se tenait droit, figé. Émile regardait ses mains, comme s'il ne les reconnaissait plus. Sylvie, les yeux baissés, semblait prier pour une paix qu'elle savait désormais hors d'atteinte. Poirot, lui, remit son mouchoir dans sa poche avec lenteur, puis déclara d'une voix neutre : « La vérité, mes amis, ne console pas. Elle met seulement fin au mensonge. » Et tandis que chacun restait figé, comme les horloges de la maison, je compris que ce manoir venait de perdre son secret le plus lourd, et peut-être aussi son âme. Nous quittâmes la pièce sans un mot. Le salon, où avait résonné l'aveu de Céleste, semblait désormais vidé de toute énergie. Ce n'était pas une absence ordinaire, c'était celle, pesante, d'un secret arraché de force à la terre et qui retombait en poussière sur les visages figés de ceux qui restaient. Poirot, droit comme à son habitude, traversa les couloirs avec une lenteur calculée. Moi, je le suivais, le regard fuyant les portraits accrochés au mur, tous semblables à des juges muets. Le majordome nous ouvrit la porte d'entrée, sans un mot. La lumière du matin filtrait à travers les arbres nus du jardin, projetant des ombres longues sur les dalles humides. Derrière nous, les portes du manoir se refermèrent dans un soupir de bois ancien. Je jetai un dernier regard vers les fenêtres supérieures. Rien ne bougeait, pas même un rideau, pas même un souffle. C'était comme si la maison, elle aussi, avait décidé de se taire à jamais. Poirot prit son chapeau, l'ajusta soigneusement, puis descendit les marches de pierre. Son pas était calme, précis. Mais dans sa nuque, je crus lire une fatigue qu'il ne m'avait jamais montrée auparavant. Nous montâmes dans la voiture. Le moteur gronda doucement, et le manoir disparut lentement derrière les branches, comme un navire englouti dans un brouillard qu'il avait lui-même créé. Et tout au fond de moi, je sentis qu'il nous observait encore, de ces murs figés, avec ce regard d'horloge qui ne cligne jamais. Nous roulions depuis une dizaine de minutes, lorsque Poirot, resté silencieux jusque-là, posa enfin les mains sur ses genoux et dit, presque pour lui-même, « Le temps, mon ami, est un menteur, habile, mais un menteur tout de même. » Je tournai légèrement la tête vers lui. Il fixait la route, le visage fermé, les sourcils froncés, dans une méditation intérieure. Dans cette affaire, Hastings,
Ce n'est pas la violence du crime qui m'a troublé, mais la manière dont le temps fut utilisé, non pas pour révéler, mais pour masquer. Ce n'est pas là un simple artifice, c'est un langage. Je hochais la tête, sans trop comprendre encore ce qu'il sous-entendait. Les horloges manipulées, les heures déplacées, les récits volontairement floutés. Cela ne visait pas à construire une illusion de vérité, mais à créer un espace sans chronologie, un lieu où plus rien n'était certain, et où chacun devenait suspect de son propre souvenir. Il se tut un instant. « Vous comprenez, mon ami ? L'assassin ne nous a pas trompés par ses actes. Il nous a désorientés par notre foi dans le temps. » Je restais muet. Et dans cette désorientation, il espérait que nous oublierions l'essentiel, que seule l'intention donne forme au crime, et non l'heure à laquelle il est commis. Je regardais le paysage défiler lentement. Il me semblait alors que chaque arbre, chaque champ, portait lui aussi l'empreinte d'un temps faussé, comme si la vérité, en elle-même, avait été suspendue. Je pensais alors à Sylvie, son visage, ses silences, ses regards furtifs vers des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus. Elle était, à mes yeux, l'incarnation même de ce que le manoir avait refusé d'admettre, une vérité non dite, une existence tenue dans l'ombre, comme un secret de famille trop gênant pour être assumé. Elle n'a jamais connu sa mère, soufflai-je à voix basse. Poirot hocha la tête sans tourner le regard. Et pourtant, elle la portait dans chaque geste, dans sa quête d'explication, dans sa douleur silencieuse. Elle reconstituait un puzzle qu'on lui avait interdit de voir. Je repensais à ses mains tremblantes lorsqu'elle évoquait les lettres, à sa façon de ne jamais parler de vengeance. Elle ne voulait pas de justice, pas même de reconnaissance. Elle voulait exister. Ce sont parfois ceux qui n'ont rien vécu qui portent le plus lourd fardeau, murmurai-je. Poirot, cette fois, me jeta un bref regard. Parce qu'il porte les rêves inachevés des autres, Hastings, et cela est une charge invisible, mais écrasante. Je n'eus rien à ajouter. Le manoir était peut-être derrière nous, mais l'ombre de Sylvie nous suivait encore, assise entre nous, muette mais présente. Le silence retomba dans l'habitacle, mais ce n'était plus celui d'une énigme non résolue. C'était celui, plus lourd encore, de ce qui vient après la vérité. Je me risquais à poser la question qui me brûlait les lèvres. Pensez-vous que justice a été rendue, Poirot? Il ne répondit pas tout de suite. Il observait la route, comme si chaque virage méritait d'être considéré avant toute parole. Puis il déclara « Oui, d'un point de vue rationnel, oui. Le crime a été élucidé, le coupable identifié, le mobile compris. C'est ce que demande la loi. » Mais il ajouta aussitôt, d'un ton plus bas. « Ce que la justice ne peut réparer, cependant, ce sont les blessures laissées derrière elle, le silence qu'elle impose à ceux qui restent, les absents qu'elle ne fait pas revenir. » Je fermai les yeux un instant. C'était vrai. Même dans la clarté du raisonnement, restait un goût d'inachevé. « Céleste portera le poids de son acte, dis-je, et les autres porteront le poids de ce qu'ils ont laissé faire, répondit-il. Un nuage passa devant le soleil. Le paysage s'assombrit un instant, comme pour confirmer ces mots. Et je sus que cette affaire ne nous quitterait pas si vite. Nous étions presque arrivés à la gare, lorsque Poirot parla une dernière fois. Il murmura, comme s'il n'attendait pas de réponse. « Il existe une horloge, Hastings, qu'aucune main ne peut manipuler, ni saboter, ni arrêter. » Je me tournai vers lui, intrigué. « Celle du cœur, continua-t-il. Elle bat selon un rythme que même la logique la plus parfaite ne peut altérer. C'est elle qui retient les vérités que l'on ose formuler, les regrets qu'on refuse d'admettre, les souvenirs qu'on garde intacts, quand bien même tout autour s'effondre.
Il marqua une pause. Céleste a voulu figer le temps extérieur, mais le sien, celui qu'elle portait en elle, l'a trahi. Tout comme Sylvie, qui cherchait à remonter le passé, sans savoir que son propre cœur en possédait déjà l'écho. Je baissais les yeux. Et vous, Poirot, quel tic-tac gardez-vous pour vous seul? Il eut un sourire mince, presque imperceptible. Celui de mes silences, mon ami. Ils sont bien plus bavards que mes paroles. La voiture ralentit. Le quai de la gare apparaissait déjà au loin, enveloppé d'une fine brume. Et dans ce battement feutré, au rythme d'un cœur qui n'avait jamais menti, nous laissâmes derrière nous le dernier tic-tac du souvenir. Ainsi s'achève le tic-tac, discret d'une vérité trop longtemps tue, révélée non par le bruit, mais par le silence. Auriez-vous, vous aussi, su écouter ce que les horloges n'osaient plus dire? Si cette histoire vous a touché, liquez-la, partagez-la avec d'autres amateurs de mystère, et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Sylvie. Pensez aussi à vous abonner pour d'autres enquêtes aux reflets d'ombre et de vérité. Car parfois, les cœurs murmurent plus fort que les preuves,